emprisonner les animaux, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est juste un point de vue que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience pour comprendre qu'on a un animal qui est privé de liberté. Il peut pas sortir en fait, c'est factuel. Vous partez du principe que vivre comme ça, c'est pas comme ça que vous voudriez vivre. Elle défend l'idée qu'il faut fermer les zoos. En face d'elle, il est contre. Pourquoi on emprisonne les animaux sauvages massivement dans un but qui est lucratif pour les exhiber, pour vendre des tickets, pour faire de l'argent, voilà. Le biais motivation économique est pas forcément conjoint à de la maltraitance. Ça peut être une motivation pour prendre plus soin. On a voulu comprendre si les zoos étaient encore utiles ou s'ils ne contribuaient pas simplement à la souffrance animale. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est cruel? Quelles sont vos sources? Je pense que c'est pas la peine d'avoir un doctorat pour comprendre que les orques, elles ont des besoins hyper importants et pas être dans un bassin en fait. Alors, faut-il ou non fermer les zoos? Bonne vidéo. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. On peut aimer un animal et quand même l'enfermer. On peut aimer un animal et le maltraiter, il peut être enfermé dans une réserve de 200 hectares. Question compliquée, je ne saurais pas quoi répondre. De manière générale, c'est faux. Un animal captif peut être heureux. Ouais. Un animal sauvage captif ne peut pas être heureux. On sous-estime le rôle scientifique des zoos. Ouais. Faux. Les visiteurs ont autant de responsabilités que les zoos. Bah quand même, le visiteur, il peut rien lui. Plutôt vrai, puisque quand on paye une entrée, on soutient une entreprise. Sans zoos, certaines espèces disparaîtraient. Potentiellement oui quand même pour certaines. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle par disparaître, puisque comment on peut maintenir une espèce en liberté si le milieu n'existe plus? La nature tue pour survivre, l'humain tue par choix. Ouais, Non, faux. Les documentaires n'éduquent pas mieux que les zoos. faux. Et pareil, du coup c'est faux. Les zoos servent avant tout à divertir, pas à protéger. Moi, je voudrais dire que c'est vrai parce que ce sont des entreprises à but lucratif dont le but est de faire du profit. Moi je dirais faux dans le sens où il y a une logique d'accroche de divertissement qui crée l'appel au fonctionnement, mais après derrière il y a une déferlante de conséquences qui va quand même au-delà du divertissement. Fermer les zoos ferait plus de mal que de bien. Ouais. Faux. On ne devrait plus montrer d'animaux sauvages en captivité. Vrai. Les sanctuaires sont une alternative réaliste aux zoos. Vrai en transition. Ouais, vrai et faux selon le procédé. Il y a plein de façons de faire un truc qui s'appelle sanctuaire. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Oui. Oui, bah après, tout dépend de la définition d'amitié aussi. Quand je dis je Des pourrais, bonnes relations. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci pour ça. Ce format, vous pourrez le retrouver tous les jeudis. On publie également tous les lundis notre format de débat seul contre tous. Alors, bonne vidéo. On continue dans le milieu aquatique, dans un delphinarium en Colombie-Britannique. Le 20 février 1991, là en fait on a une jeune dresseuse, Kelty Byrne, qui tombe dans un bassin en rangeant du matos. Sauf que dans l'eau se trouvent des orques. Et là, en quelques secondes, Tilikum, une orque mâle de 7 mètres et de 5 tonnes, se précipite sur Kelty et l'emporte vers le fond du bassin. Et c'est ainsi que Kelty, qui de base est une étudiante de 20 ans, devient la toute première victime d'une orque en captivité. Et d'ailleurs, ce ne sera pas la dernière de Tilikum. Quoi? L'orque est resté dans le parc après ça? Le parc a dû fermer 1 an plus tard. Mais les orques, eux, ils ont été rachetés par un autre parc aquatique de Floride. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, le corps sans vie de Daniel Duke est retrouvé dans le bassin de Tilikum. Mais le gars est totalement nu, parce qu'il a rangé soigneusement ses vêtements à côté du bassin. Là, les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que le gars, il était venu pour se suicider? En vrai, on ne le saura pas. Bon là, ils vont faire quelque chose. En vrai, toujours pas, parce que en février 2010, Tilikum donne un énième spectacle. Et du coup, à la fin de la représentation, devant tous les spectateurs, l'orque attrape Dawn Brancho, sa dresseuse, et en fait sa 3e victime. Suite à ça, pendant 1 an, en fait, ils arrêtent d'utiliser l'orque, mais il n'en coûte que, 1 an plus tard, elle a refait des spectacles et il ne s'est rien passé jusqu'à son décès, qui est en l'occurrence une infection. Et bilan, du coup, il y a eu 3 meurtres de la part de cet orque en, quand même, je le précise, 33 ans de captivité. Oui, l'histoire de Tilikum, donc elle est vraiment très connue. Moi, je trouve que c'est vraiment un symbole de la résistance animale, c'est-à-dire de ces animaux qui vont résister d'une manière ou d'une autre en captivité. On en a beaucoup parlé parce qu'elle a tué donc des dresseurs. Mais il y a par exemple aussi le cas de Mévy, qui était donc une tigresse à Paris qui s'est évadée d'un cirque il y a quelques années, qui a été tuée par son dresseur. Et en fait, en effet, les animaux, quand ils en ont l'opportunité, ils essayent de s'évader, ils essayent de résister. Évidemment, on le voit beaucoup plus sur des animaux de grande taille et qui ont, on va dire, plus de force. Mais en tout cas, pour moi, c'est très révélateur du fait que ce sont des animaux qui souffrent en captivité parce que, et ça se voit beaucoup chez les cétacés, parce qu'il est impossible de répondre à leurs besoins et donc c'est une souffrance et donc ils essayent de résister. Donc ça peut être en mordant un dresseur, ça peut être en essayant de s'évader, là en tuant. Voilà. Je suis Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association PAZ, Projet Animaux Zoopolis, et nous défendons les intérêts des animaux. Et comment vous êtes sûr de cette intention-là? Parce que par exemple, la tigresse sur Paris, cette affaire-là, je l'ai suivie de près et c'est pas une évasion.
C'est une trappe qui a été obligée d'être fermée. Je m'appelle Guillaume Richard, je suis responsable zoologique au refuge faune sauvage, centre de formation des Hautes-Pyrénées, et mon travail consiste à accueillir, maintenir et soigner des animaux sauvages et domestiques. Mais en fait, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que les animaux, ils saisissent des opportunités. Ouais, 3 tiques sont sortis, 2 sont rentrés à l'appel du dresseur, et le 3e, en fait, qui était très Alors, gentil. je connais bien l'histoire de Mévy, moi, j'ai jamais entendu qu'il y en a 2 qui sont sortis. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une opportunité. C'est les 2 sont sortis. Quand je dis évasion, c'est une opportunité. Hein. Enfin, Oui, je mais dis pas c'est- qu'ils ont pris un marteau pour casser le. Voilà. Non, mais intentionnellement, Ils saisissent une opportunité. ils sont passés par une trappe qui était ouverte, comme ils passent Oui. tout le temps par les trappes ouvertes. Donc, est-ce que c'était pour s'évader ou avoir l'impression que c'était ouvert, fallait y aller comme d'habitude? Ça, c'est compliqué de se positionner. Il faut faire attention parce que l'intention, c'est quelque chose avec laquelle on joue beaucoup. Et c'est quelque Ouais, chose mais avec je trouve laquelle que c'est on a un peu de peu certitude. facile. Je trouve que c'est un peu facile que quand il y a des actes aussi forts et puissants d'animaux qui sont emprisonnés, de dire ah mais en fait c'est vous qui pensez que c'est une intention. Enfin, Non, ce qui est on facile, le voit ce qui est quand fa- c'est en captivité en fait. Ce qui est facile, c'est de parler à leur place alors qu'on n'en sait rien. Ça, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est d'admettre qu'en fait, on ne sait pas tout et que quand on voit ça, on Enfin, le ce qu'on constate. sait, c'est qu'on a emprisonné des animaux sauvages qui ont des besoins très importants. Ah, ça, c'est pareil, c'est subjectif, il faut faire attention. C'est-à-dire que. Bah on- non, c'est pas subjectif. Ah si, parce que la preuve en est, on est Bah, on- les orques, elles ont des, enfin, il y a des besoins quand même importants. Bien sûr qu'ils ont j'imagine. ils ont des besoins, mais encore une fois, quand vous dites emprisonné, quand vous dites. Enfin, c'est ça qui est subjectif. Ça veut dire que. C'est privé de liberté, c'est un bassin. Ouais, mais il y a quoi. des gens Enfin, qui ont 40 ans d'expérience et qui vont pas forcément être en accord avec ces propos-là. Et je pense pas Oui, qu'on mais puisse 40 ans simplement... d'expérience dans quoi? Parce que Bah, si c'est dans dans les- l'étude, dans dans- les zoos, enfin. Non, moi, par Moi, ce qui exemple, m'intéresse, c'est étudier les animaux en liberté, c'est Moi, pas dans les zoos. deux sont intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont très expérimentées, qui ont beaucoup d'expérience de terrain, on peut pas balayer d'un revers de main leur avis sous prétexte que émotionnellement on a un désaccord. L'émotion n'est pas suffisante non, pour mais, ça. Enfin, il faut arrêter de parler d'émotions. Enfin, là, Bah, on c'est parle que de ça. choses qui sont factuelles. C'est-à-dire que Tilicum, c'est une orque qui est exploitée pour être dressée, notamment à SeaWorld, etc., dans des delphinariums, en fait. Je pense que c'est pas peine d'avoir un doctorat pour comprendre que les orques, elles ont des besoins hyper importants et pas d'être dans un bassin, en fait. Ou d'ailleurs, le parking de SeaWorld est plus grand que le bassin des orques. Et que là, elle a tué à plusieurs reprises des dresseurs. Et que c'est clairement, enfin, ça a été démontré, il y a eu des documentaires, que c'est des signes de détresse, en fait, qu'elle était pas bien. Enfin, Oui, et mais c'est pas du pour coup- rien qu'on a eu une loi qui est en train de faire évoluer les choses. Quoi. Oui, le problème, c'est que le but d'un débat, c'est quand même d'avancer. Là, si je commence à vous dire, ah, bon, bah, ok, ça marche, du coup, ça prouve que les orques sont pas si mal en captivité, puisqu'il n'y en a qu'une toute petite minorité qui attaque les gens, ça va, en fait. C'est pas bien non plus, vous voyez, si je faisais ça. Si j'utilise le mécanisme de raisonnement, je ferais ça. Je dirais, ah, bah, très bien. Mais là, pourquoi elle a fait ça, en fait, Tilicum? Et bien justement, ça qui est génial, c'est qu'en fait, le pourquoi nécessite la fréquentation de l'individu. On peut pas parler de pourquoi tant qu'on n'a pas rencontré. C'est comme si je peux vous décrire, j'ai un super pote qui habite en Pologne. Salut. Si je vous le décris en long, large, en travers, de son caractère, de tout ça, tant que vous l'avez pas rencontré, vous aurez des difficultés à vous faire une idée de qui c'est. Et c'est comme ça pour tous les individus. Non, mais moi, je suis d'accord pour dire que selon les individus, animaux ou humains, enfin voilà, il y a des différences de personnalité, enfin voilà, des choses différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des besoins inhérents à une espèce. De Et parcourir des des besoins- kilomètres, il y a des besoins. Enfin, je veux dire, on va Les pas remettre ça en besoins- question quand même. Non, bien sûr, mais par contre, c'est les besoins- l'éthologie. Enfin. Justement, l'éthologie, c'est son plus grand défaut, c'est que ça étudie les comportements et les besoins d'une espèce. En L'espèce- liberté. En liberté ou pas, on s'en fout. L'espèce, Ah c'est un bah truc factice. Mais si, c'est pas important, parce que dès qu'on étudie, on étudie. Bah si on étudie l'espèce humaine dans les prisons, enfin, ça va être assez caricatural sur ce que sont les humains. Bah, en fait, un papou qui vit en Nouvelle-Guinée, par exemple, il pourrait très bien considérer que nous, on vit en prison dans Paris, en fait. Tout est question de proportion. Il se dira, voilà, Non, comment il faut mais vivre là-dedans. La prison, c'est ne pas être libre de ses mouvements. Mais alors, du coup, ça veut C'est-à-dire dire que moi, si je veux, demain, je prends le train et je vais ailleurs. Enfin, Donc, il y, voilà, a un groupe de campagnols qui vit sur une zone, une chouette effraie se pointe. Du coup, ils sont plus libres de leur mouvement parce que s'ils sortent à telle heure, ils se font bouffer, ou s'ils vont à tel endroit trop exposé, ils se font bouffer. On va considérer du coup que les campagnols sauvages peuvent être emprisonnés aussi. Enfin, c'est compliqué comme définition. Je pense qu'il faut s'arrêter au factuel. Encore une fois, il y a pourquoi Tilicum, cet orque-là, a déclenché de l'agressivité, jusqu'où ça peut être hormonal, est-ce qu'il y a une autopsie de fait le jour de son décès? Non mais il y a plein de facteurs. Aujourd'hui, il y a des animaux qui déclenchent des comportements agressifs. On se rend compte qu'il y a une tumeur qui jouait, où il y avait un ovaire dans le chaud, ou une testicule dans le chaud, qui malheureusement a provoqué un dérèglement hormonal et qui a déclenché de l'agressivité. Et puis, pour être tout à fait honnête, des cas d'agressivité d'orques sur des congénères, on en a aussi vu dans la nature, qui tuent d'autres orques. Qui peut être responsable là-dessus? Juste pour terminer, ce qui nous reste une minute 30 sur le sujet, qui peut être responsable? L'orque, le SeaWorld, qui est responsable de meurtre? le delphinarium est responsable. Dans ces moments-là, c'est toujours le delphinarium, effectivement, parce que c'est lui qui accueille du public et qui met ses dresseurs face au public. Donc, à ce moment-là, oui. Et puis, encore plus, la responsabilité collective, elle est de s'inspirer de ce qui se passe là pour, effectivement, demain, faire différemment, faire mieux, etc. Mais c'est pas parce qu'on est d'accord sur le fait qu'on peut faire mieux qu'il faut d'abord surinterpréter les éléments qui se passent en octroyant, par exemple, en formulant des intentions, alors que
Malheureusement, c'est que des hypothèses, on peut pas être sûr. Et puis surtout, il faut bien prendre conscience que, comme je l'ai dit au tout début, on est sur une science qui est extrêmement jeune. Aujourd'hui, séparer l'homme de l'animal de trop de façons, ce serait laisser la porte ouverte à des exploitations dans les niches écologiques d'origine, vous imaginez si demain les gens pourraient voir par exemple un lion, la seule solution c'est de prendre l'avion et d'aller en Afrique, le carnage. Alors là, je voudrais rappeler quand Dans même les qu'on réserves, n'a quoi. pas raté sa vie si on n'a jamais vu un lion de près. Ouais, Ça va aller. Ah, Je mais, sais que l'industrie de la captivité animale a imprégné ce discours dans l'opinion publique en France, mais c'est pas grave si on n'a jamais vu un lion, un éléphant, on peut être bien, on peut Mais il y être a heureux. 60 millions de personnes en France. S'il y en a ne serait-ce que 20 000 qui sont pas d'accord avec vous, ça fait une catastrophe écologique en Afrique. On peut pas prendre ce risque. La captivité peut-elle être compatible avec le bien-être animal ? Moi, je voudrais commencer en disant que déjà, nous, en tant qu'association de défense animale, on n'utilise jamais la notion de bien-être animal, qui est une notion qui a été vraiment mise en avant à la base par l'industrie de l'élevage pour l'alimentation, et qui est souvent un concept en fait qui permet de légitimer en fait des pratiques d'exploitation animale et de souffrance animale. Donc nous, on parle de conditions animales, et j'estime que la captivité des animaux sauvages est incompatible avec la condition animale. En fait, c'est contraire, puisque c'est priver de liberté des animaux qui ont des besoins très importants. Alors évidemment, ça varie selon les espèces, mais forcément, ça crée énormément de problèmes. On peut parler évidemment de problèmes mentaux, de la santé mentale, avec des troubles du comportement. Et puis, c'est vraiment une domination. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on choisit dans quel endroit ils sont, est-ce que c'est un petit enclos, un grand enclos, on choisit quand les nourrir. Donc, ils sont totalement dépendants des humains. Et ça, pour moi, c'est contraire à la condition animale. Alors moi, je pense que par rapport à la captivité, quand on parle d'animaux, en fait, on a tendance à faire des généralisations. Les animaux sont tous différents. On est d'abord, depuis l'origine des espèces de Darwin, on est quand même conscient, il y a un consensus scientifique qui dit que l'individualité est diverse, elle est singulière. Et donc, en fonction de cette diversité, on va avoir des animaux qui, d'une part, vont pouvoir être plus ou moins compatibles avec tel ou tel type de niveau de maintien, et on peut en plus jouer sur les variations de maintien pour pouvoir rendre compatible la captivité à un maximum d'individus. Donc là, dans ce sens-là, on peut pas avoir de réponse généraliste parce que ce serait nier la diversité des individus, en fait, quelque part. Donc maintenant, on peut avoir une compatibilité qui va pas être à 100%, parce que la généralisation, elle est pas possible dans un sens ni dans l'autre. Mais si on enlève le phénomène subjectif, on va dire, et qu'on se concentre, par exemple, sur les intégrations d'éléments évolutifs, on peut partir du principe que dans les parcs animaliers, on a un agissement au niveau de la sélection naturelle qui est complètement différent à l'environnement en nature. Et donc, du coup, on va avoir une plus grande diversité pour la même forme observée dans les parcs animaliers, une diversité comportementale, diversité d'habitudes alimentaires, etc., dû simplement au fait qu'il y a une mortalité qui est plus faible. Donc, on a forcément une diversité qui augmente, comme dans tous les phénomènes où les populations voient leur mortalité baisser. Mais en fait, avec ce type d'argument, on se dit, est-ce qu'on va se mettre à emprisonner tous les animaux ? Parce qu'un jour, ils peuvent être menacés. Parce que la question, c'est pourquoi on emprisonne les animaux ? Je pense que c'est ça la question. Pourquoi on emprisonne les animaux sauvages ? Aujourd'hui, massivement, c'est dans un but qui est lucratif. Donc là, je mets vraiment de côté tout ce qui va être centre de soins ou même des refuges qui vont s'occuper d'animaux sauvages, on va dire, qui ont des handicaps et qui ne peuvent pas en fait être libérés. Là, je mets vraiment ça de côté parce que déjà, c'est minoritaire et ça... Je le comprends. Mais globalement, aujourd'hui, quand on emprisonne les animaux sauvages, c'est dans un but lucratif. Donc, que ce soit pour les exhiber comme dans les zoos ou dans les aquariums, évidemment, qui sont des zoos. Que ça soit aussi pour, par exemple, des tournages de cinéma où ils sont dressés. Et donc, en fait, c'est toujours dans l'intérêt des humains pour un divertissement, en fait, pour se faire plaisir. Et donc, c'est là où on a un problème. C'est-à-dire qu'on permet de sacrifier des vies, c'est-à-dire en les privant de liberté, en choisissant toute leur vie, en les dominant pour de l'argent et pour s'amuser. Et en fait, ça donne à penser, et d'ailleurs aussi, d'abord et avant tout aux enfants qui sont quand même un peu les cibles des zoos, ça donne à penser que finalement, il est acceptable de faire subir cela aux animaux sauvages. Et donc, c'est une domination qui est totale. Et pour moi, c'est vraiment cruel. Nous, on a pu constater des troubles du comportement, par exemple, sur des panthères de l'amour aux zoos de Lyon, sur les panthères des neiges à la ménagerie, ou des ours polaires dans d'autres zoos, etc. Et après, tout ce qui va être mis en place par les zoos, c'est pour créer de l'illusion avec des artifices, donc ce qu'on appelle l'enrichissement de l'environnement, où on va cacher de la nourriture, où on va mettre des sortes de cordes pour que les primates se suspendent, etc. Et en fait, tout ça, c'est fait pour tenter de donner l'illusion. Mais en réalité, ce sont des animaux qui sont malheureux, puisque en fait, ils sont privés de liberté. Donc, on va contre leurs besoins. Et puis, encore une fois, c'est une domination qui est extrêmement violente. Alors, d'une part, je peux comprendre ces propos-là, mais d'un autre côté, encore une fois, c'est une affirmation qui va être trop généralisée et qui va être, on va dire, avec un peu trop d'aplomb. Ça ne prend pas en compte le fait qu'on ne peut pas être autant général avec autant d'individus différents. C'est vrai qu'on va avoir des individus qui manifestent des comportements qu'on va considérer comme anomaliques, comme anormales, mais même aujourd'hui, que ce soit sur le sujet de la stéréotypie ou autre chose, il n'y a pas encore de consensus scientifique. On ne peut pas encore dire ça c'est sûr, c'est parce qu'il est malheureux, ça c'est sûr, c'est parce qu'il n'est pas bien.
Parce qu'aujourd'hui, on est face à des animaux qui sont non-verbales. Faut oublier que l'animal, quand on parle de l'animal, on parle de biologie. Et la biologie, c'est une science qu'on étudie depuis même pas 400 ans. Il y a des études quand même qui montrent que les troubles du comportement sont traduits par un ennui profond, par une anxiété, et qu'on le voit qu'en captivité. C'est-à-dire que même chez le deuil, chez les éléphants, où ils vont vraiment montrer un comportement de tristesse profonde, ils n'ont même pas de stéréotypie. C'est-à-dire que les stéréotypies, on les voit qu'en captivité. En liberté, c'est quasiment inexistant. Alors, c'est vrai il y a des études qui existent quand même là-dessus. Il y a des études qui existent aussi qui prouvent le contraire. Il y a des études qui prouvent le bien-être dans tel et tel type de maintien pour tel animal. Par exemple, il n'y a pas de consensus. Oui, mais encore une fois, dans quel but on fait ça ? Le but, c'est simple, c'est que un domaine qu'on ne fréquente que depuis 400 ans. Je vais revenir juste après sur la définition d'emprisonnement, parce que ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très subjectif. Ça fait 400 ans qu'on étudie un sujet. Aujourd'hui, on ne connaît pas assez ce sujet-là. Il faut continuer de le travailler, de l'étudier. Il faut continuer de rester en contact avec en fait, je ne comprends pas ce qu'il y a à étudier. Enfin, ce qu'on sait, c'est que les animaux sauvages, ils sont libres dans leur habitat, en fait. Ils font leur vie. Et pourquoi on devrait... Parce que historiquement, on les a capturés pour qu'il y ait des générations en captivité. Tout à fait, donc, pourquoi il faudrait les priver de liberté, en fait ? Et je le redis que c'est dans un but lucratif. C'est quand même important de dire. C'est pas dans l'intérêt des animaux. C'est dans notre intérêt à nous. Disons qu'il y a, encore une fois, pour en revenir par rapport au but lucratif, quelque part, le fait de présenter des animaux, ça oblige à une qualité de maintien, ça oblige à une qualité de vie, parce qu'on ne veut pas présenter des animaux aux visiteurs qui sont en mauvaise santé, malheureux. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, la ménagerie de jardin des Plantes, on des orang-outans qui sont derrière des vitres. Enfin, je ne parle pas d'opinion. Je parle factuellement, le biais motivation économique n'est pas forcément conjoint à de la maltraitance. Ça peut être une motivation pour prendre plus soin. On a des animaux, comme vous le dites si bien, c'est un business. Donc, du coup, on prend soin de son business, comme toute personne qui fait un business. Et donc, du coup, quelque part, ça peut être un très bon leitmotiv. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans les élevages intensif, c'est un business, ils prennent pas soin des animaux. Et la SPA, c'est à but non lucratif, et la maltraitance, elle est présente aussi. Donc c'est pas le fait que ce soit à but non lucratif ou à but lucratif, ça détermine pas forcément si c'est du mal-être ou du bien-être. Maintenant, pour en revenir à la notion d'emprisonnement, quand on parle d'emprisonnement par rapport à la captivité, on parle de limites dans l'environnement qui sont là proposées par des fosses, des grillages, des barrières une privation physiques. De liberté. C'est des barrières physiques qui évitent à l'animal d'aller à tel ou tel endroit. Il faut juste comprendre un truc, c'est qu'en fait, dans la nature, ces barrières physiques, elles existent aussi. Il y en a autant, si c'est pas plus. Parce qu'on est rattaché au point d'eau, on fait attention. Rapport. C'est de la mauvaise foi. Non, pas du tout. Mais animal... l'emprisonnement, c'est pas que l'espace. Enfin, c'est aussi de décider avec quel congénère il est, c'est de décider quelle alimentation, quand on le donne à manger. Mais l'animal dans la nature... Je rappelle aussi qu'il y a des zoos qui tuent des animaux quand ils en ont trop. Donc, c'est aussi décider de quand on les tue. C'est aussi de les mutiler. Je rappelle qu'il y a des zoos qui vont couper une partie des ailes des flamants roses. Qu'il y ait des axes de progression, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez la démonstration, il y a quand même tant d'accidents de voitures par an, alors faut supprimer les voitures. C'est le fait qu'il y ait des axes de progression. Mais la différence fondamentale avec les accidents de voiture, c'est que là, on a des animaux qui sont pas consentants, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi, en fait. On a choisi d'organiser une reproduction en captivité. On a choisi, à un moment donné, d'en capturer pour les emprisonner. D'ailleurs, c'est hérité à la base de la colonisation. Donc, je veux dire, c'est un choix pour les montrer. C'est ça quand même qu'il faut dire, pour les voir de près. Aucun animal ne choisit là où il va naître dans la nature non plus. Quand vous avez une portée de renard qui se fait juste à côté d'une famille de fouines et que quand la mère part chercher ses peteux... laissez-moi au moins finir les phrases. Je vous écoute, je vous ai pas coupé une seule fois, vous me coupez, ça fait troisième fois déjà. Donc laissez-moi juste finir. Il faut comprendre le raisonnement. C'est-à-dire qu'attention, c'est compliqué. Si vous pouvez pas me comprendre, vous allez avoir des difficultés à vous convaincre que vous comprenez vraiment les animaux, parce que moi je suis de votre espèce et je parle. Vous n'êtes pas d'accord avec moi si vous avez le droit, mais vous pouvez me comprendre, je suis sûr. Donc dans la nature, le choix dont vous parlez, la liberté dont vous parlez, l'épanouissement dont vous parlez, il y a des chiffres qui montrent que quand même, c'est pas si évident. Dans la nature, par exemple, chez les petits mammifères qui font moins de 5-6 kilos en France, il y a des études qui montrent que la mortalité chez les petits, c'est 80%. Chez les oiseaux, c'est 85%. Mais ça, je suis d'accord. En quoi ça justifie ? Dans la nature, encore une fois, le propos a une fin. Dans la nature, on n'est pas dans ce registre de paradis ou de liberté. Jamais dit ça, alors, non, mais quand les animaux ont dit qu'ils sont libres et épanouis dans la nature, on sous-entend quand même à ce qu'ils peuvent être forcément, très majoritairement, plus heureux qu'en captivité. Il n'y a pas de mort douce dans la nature. La nature, c'est le jour où vous avez la blessure de trop, le prédateur qui vous a croisé de trop près, et il se passe des choses dans la nature. Que si demain, moi, je montais une association en disant j'en ai marre de la mortalité dans la nature, donc je vais cloisonner les forêts, je vais les renards d'un côté, les mules de l'autre, et comme ça, plus personne tuera personne, ce serait révoltant. On me dirait, mais d'un point de vue écologique, c'est n'importe quoi de faire ça. Et pourtant, je serais moi aussi contre la souffrance des animaux, mais dans la nature. La nature, c'est pas un endroit qu'on observe vraiment. À la captivité, on a vu dessus. Tu vas dans un enclos, tu vois ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais dans la nature, les observations sont extrêmement minimes. Les conclusions qu'on tire par rapport à la nature, elles sont très souvent biaisées par l'impression qu'on en a. Les chiffres qu'on a, par contre, parce qu'il y a des chiffres scientifiques, c'est le taux de mortalité, l'espérance de vie. Et donc, bien sûr qu'il faut des animaux dans la nature et qu'il faut entretenir les écosystèmes, mais c'est pas une raison pour l'idéaliser. Mettre en opposition la nature et la captivité, c'est vraiment un cheval de bataille qu'il faut oublier.
oublier. Parce que c'est grâce aussi à l'observation, à la compréhension de ce qu'on peut observer en captivité que d'un seul coup, une espèce prend une importance et est protégée après dans son environnement naturel. Et j'ai quand même un affreux doute sur le fait que priver les gens de la vue ou de la fréquentation des animaux, ce soit la meilleure des solutions pour les sensibiliser à cette cause-là. Donc il faut comprendre que là, déjà, il y a 2 sujets. Premièrement, la définition de ce qu'est l'emprisonnement. Deuxièmement, la prise en compte que les barrières, qu'elles soient physiques ou des contraintes par rapport aux niches écologiques, elles existent toujours. Il n'y a pas d'animaux qui naît en mode « j'ai choisi d'être là ». Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a aucun qui choisit de naître à l'endroit où il naît. Il naît là, et à partir de là, il grandit là-dedans. Et il fait avec ce qu'il a parfois. Très souvent, c'est des petits qui naissent à un endroit où malheureusement, sur 3 qui naissent, il y en a Mais que là, un pour qui moi, va réussir à on déplace arriver. le sujet, en fait. Et on enlève la responsabilité des humains. Il a dit que les animaux n'étaient pas emprisonnés dans les zoos. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, pour moi, c'est pas un point de vue. J'ai été vraiment surprise de la comparaison avec le fait de dire que les animaux en liberté dans la nature sont aussi privés de liberté parce qu'ils ont des obstacles naturels. Enfin, je trouve vraiment que c'est la mauvaise foi. On a des troubles du comportement en captivité qu'on n'a pas en liberté, donc ce qui montre qu'ils s'ennuient profondément. Par contre, sur le fait qu'ils peuvent souffrir de maladies, de prédation, etc., ça, je suis complètement d'accord. Mais je ne vois pas le rapport avec le fait que ça justifie le système des zoos en France. En fait, la responsabilité des humains, elle est dans un sens d'évoluer dans le bon sens. Il faut qu'on avance pour faire toujours mieux, encore mieux et mieux comprendre. Il y a même des choses sur nous qu'on a à apprendre par rapport aux animaux. Il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des mots pour qualifier. Et en fait, ces mots, très souvent, vont être un petit peu à tendance quand même un peu biaisés pour convaincre par l'émotionnel. Quand on va dire, là, les animaux sont enfermés dans les zoos, les animaux sont... Bon, c'est très bien, mais en fin de compte... Mais c'est factuel, ça, ils sont enfermés. Oui, mais qu'est-ce qui prouve factuellement qu'ils sont malheureux? À part, il y a des exemples, vous allez me dire, celui-là, il tourne en rond, il a l'air malheureux, mais même là, c'est difficile à prouver. Pourquoi on met en place de l'enrichissement de l'environnement s'ils sont heureux? On met en place de l'enrichissement pour qu'ils aient de quoi s'occuper, pour qu'ils soient bien. Voilà. Pour qu'ils aient de quoi s'occuper. Parce que la captivité, en fait, le fondement de la captivité, c'est de l'ennui profond. Non, voilà. pas forcément, non. S'il y a de l'enrichissement de l'environnement, c'est parce qu'on a considéré que, selon les espèces, je l'accepte, selon les espèces, il y a des animaux qui s'ennuient, en fait. Enfin, c'est quand même... Une personne qui va s'acheter une télé, c'est pas parce qu'elle s'ennuie à crever, c'est parce qu'elle veut du plus en sa vie. Là, c'est déplacer le débat. Mais non, parce que faut pas confondre mettre du plus. Moi, je trouve ça très bien qu'on pense à mettre du plus aux animaux. C'est pas un mal, ça, quand même. On leur met du plus par rapport à ce qu'ils ont déjà au départ et on fait des variations pour être sûr qu'ils s'occupent bien, pour qu'ils aient de quoi se dépenser. On met en place des outils pour qu'ils puissent développer leur sociabilité, etc. C'est des pensées qui sont plutôt positives. C'est très bien de penser à ça. Il y a 100 ans, quand l'enfermement, c'était juste un qui s'échappe pas, 2 qui crèvent pas trop vite pour qu'ils fassent de l'argent sur telle durée, le parc de la Tête d'Or d'il y a 100 ans, tout ça, je dis pas. Mais aujourd'hui, on évolue dans une logique qui est quand même bien différente que ça. On est en train d'avancer gentiment vers de plus en plus de perfectionnement. Je sais pas si vous avez par exemple lu la Charte mondiale du bien-être animal, mais il y a des choses révolutionnaires qui vont se mettre en place par rapport à l'interactivité qu'on peut leur proposer. Et surtout, il faut comprendre que la nature, c'est comme quand on veut faire un potager, il faut d'abord observer ce qui se passe avant de tenter timidement, humblement, de l'imiter. On n'est pas là pour imposer notre regard sur la nature. On ne peut pas arriver en disant « moi j'ai une émotion, j'ai un regard ». On l'impose en les privant de liberté, en les capturant, on impose notre regard. De la même façon, moi je pense que le débat, c'est pas est-ce que ce qui se passe dans la nature c'est bien. Moi je pense que le débat c'est est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en emprisonnant massivement des animaux, pourquoi on le fait en fait? Et je voudrais juste rappeler aussi, est-ce que c'est compatible avec la condition animale? Aujourd'hui en France, il n'y a aucune réglementation sur la taille, par exemple, des enclos par espèce dans les zoos. Alors il y en a une sous-jacente en fait. Enfin, il n'y en a pas une directement. On voit que, par exemple, on voit qu'on a des zoos qui ont des tailles très, très différentes d'enclos selon les espèces. Donc, il n'y a pas de réglementation précise. Et aujourd'hui, la FDPZ, par exemple, s'y oppose à une réglementation par espèce et par taille. Donc, en fait, on voit que, par définition, ça ne peut pas être compatible parce qu'il n'y a pas de réglementation déjà stricte. Les mutilations sont autorisées. Tuer des animaux, c'est autorisé dans les zoos quand on considère qu'il y en a trop, qu'il y a des reproductions non désirées, etc. Donc, ça, par définition, ça ne peut pas être compatible avec la condition animale. Alors, lorsqu'il y a des cas, faut pas faire de cherry picking, il faut pas aller choper juste les petits éléments qui vont, parce que c'est pas la majorité des cas. La majorité selon des le animaux... ASEA, il y a à peu près 4000 animaux qui sont tués. Les ASA, vous voulez dire ? C'est ça. 4000 animaux qui sont tués chaque année par les zoos. Dans quelle région c'est ça? Juste en Europe? En Europe. Juste en Europe, ouais. Il faut réfléchir aux motifs de ça. Moi, j'ai pas les détails des motifs. Est-ce que c'est sanitaire? Est-ce qu'effectivement c'est que de la repro de confort, tout ça? Ça, je dis pas. Encore une fois, les axes de progression, moi, je les renie pas. Je suis le premier, au contraire, à dire qu'il faut qu'on continue d'avancer dans le bon sens. Maintenant, continuer d'avancer dans le bon sens pour faire en sorte de, encore une fois, mieux les comprendre, mieux les connaître, mais pas en tant qu'animaux selon nos attentes, mieux les connaître en tant qu'individus. Un capucin, par exemple, qui vit dans une volière aménagée avec sa compagne, qui va faire sa vie comme ça là-dedans,
Lui, il sait pas que c'est un capucin. Lui, il a pas cette notion de oh là là, je serais mieux dans tel ou tel endroit. Lui, il est dans un environnement, c'est vrai, qui est contrôlé par l'humain, parce que c'est nous qui décidons comment mettre les choses en place. Mais lui, à l'intérieur, dès lors qu'on fait les choses pour qu'il soit bien, pourquoi il serait forcément malheureux à partir du moment où je pense que s'il en a l'opportunité, il s'évade. Ah, s'il en a l'opportunité, il s'évade. Je Alors pense. ça, il y a des cas contraires. Est-ce que pour toi, il peut y avoir des individus, des animaux, donc certains individus qui sont plus heureux dans certaines conditions de captivité que dans certaines conditions où ils sont dans leur milieu naturel? Est-ce que selon toi, ça existe, c'est possible? Je pense que ça peut exister sur certains, mais pour moi, cela ne justifie pas le fait d'emprisonner les animaux de manière massive, parce que la majorité, l'écrasante majorité, sont en très très grande souffrance. Et puis encore une fois, on se donne le droit de les emprisonner. Enfin, pour moi, c'est vraiment une domination. Enfin, là, on est sur une question, je trouve, éthique. Il y a beaucoup d'animaux qui, quand ils en ont l'opportunité, ils tentent de s'évader et de sortir. C'est-à-dire, je rappelle quand même que, parce qu'on est tellement imprégné dedans, que s'il existe des cages, des enclos, des volières, enfin tout ça, quoi, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour justement contrer ce que nous, on appelle la résistance animale, c'est-à-dire le fait que s'ils en ont l'opportunité, ils s'en vont, quoi. Mais je sais pas si vous avez déjà travaillé en parc animalier, peut-être. Ah non, sûrement pas. Bon. Vous avez déjà connu des échappées en parc animalier, du coup, j'imagine pas. C'est-à-dire des une animaux fuite, qui vous avez s'évadent. vu une fugue se produire? Non, j'ai pas travaillé, j'ai pas. Moi, j'en ai vu plusieurs des fugues. Et le premier truc qu'ils font, les animaux, quand ils sortent de leur enclos, c'est qu'ils recherchent l'entrée. Ils font demi-tour, ils veulent l'entrée. Il y en a oui, il y en a non. Après, il y a une dépendance. Enfin, ah non. Quand des animaux sont nés en captivité, je sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne savent pas se nourrir autrement. Donc, peut-être qu'il y en a évidemment qui reviennent. Mais après, il y a des cas qu'il y en a qui sortent et qu'on n'arrive pas à retrouver aussi. Oui, enfin, voilà. plus rarement. Mais la grande majorité des cas, lorsque l'animal sort de son enclos, souvent c'est à cause d'un défaut matériel. C'est pas forcément lui qui a prémédité une évasion. Oui, mais s'il y a des cages, des enclos, c'est pour les empêcher de sortir, quoi. Ah bah, il faut limiter. Vous comprenez bien que limiter pour pas que les espèces se mangent entre elles ni rien, c'est pas. Mais encore une fois, si vous prenez, on pourrait très bien aller dans la Juste nature. finir ton propos parce que ça fait 15 minutes. On peut très bien aller dans la nature, trouver une famille de capucins. Si on leur apporte des gamelles, des points d'eau, et ça se vérifie dans plein de cas. Vous avez des centaines de témoignages de gens qui voient ça avec des renards, des fouines, des trucs. Si vous mettez de la nourriture, que vous augmentez la paramétrie de maintien, même dans le milieu sauvage, dans une zone, en mettant simplement une gamelle de croquettes ou une gamelle d'eau, vous allez immédiatement voir l'animal réduire sa surface de répartition, puisque quelque part, une grande partie de ses mouvements sont basés sur la volonté de régler un paramètre. Merci. Je vous arrête 2 secondes. Si vous voulez plus d'œil pour œil, lâchez un like, ça nous aide énormément pour le référencement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de pouvoir, de manière pertinente, se positionner dans la tête des animaux et de considérer qu'on les comprend, qu'on sait se mettre à leur place, alors qu'on a peu d'expérience à leur contact et qu'on n'est pas forcément capable de comprendre les points de vue de ses propres congénères? Mais en fait, la question, c'est pas de se mettre dans la tête, en fait. La question, c'est de se dire quelle relation, nous, humains, on va avoir avec les autres animaux. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la relation qu'on a avec les animaux, elle est basée sur une domination vraiment totale, en fait, où on choisit de les emprisonner dans quel enclos, où on choisit si on veut les tuer, où on choisit s'ils ont une pureté génétique ou pas, où on choisit de les mettre dans des programmes d'élevage parce qu'ils sont menacés, où on choisit s'ils ne sont pas menacés, on choisit tout, en fait. Pour moi, le problème, il est vraiment quelle relation on va avoir avec eux. Et aujourd'hui, la relation qu'on a, pour moi, elle est cruelle. Elle est basée uniquement sur nos propres intérêts. Juste un exemple, la catégorie qu'on retrouve le plus dans les zoos, c'est les mammifères. Alors que c'est pas du tout la catégorie qui est la plus menacée. Je crois que c'est les amphibiens, qu'on voit très peu, en fait. Alors, parce qu'ils sont petits, parce qu'on les voit pas bien, parce que, c'est pas assez, joli, on va dire, pour les visiteurs. Est-ce que pour vous, c'est acceptable que les zoos organisent des spectacles avec des animaux? Alors, là, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on entend par spectacle. Parce qu'un spectacle, en fait, c'est surtout du point de vue du visiteur qui est impressionné par le truc. Si effectivement, on est en face de conditionnements qui nécessitent, comme on disait tout à l'heure, des mutilations physiques ou des surconditionnements ou des privations de nourriture, là, on est sur une logique d'exposition qui est effectivement pas bonne, chose qui peut exister, mais qu'il faut absolument contrer. Par contre, faire des démonstrations dans le cadre de jeux, par exemple, avec les félins, on montre l'aptitude de saut, de course, et puis que l'animal, en fin de compte, s'éclate dans l'interaction et que le visiteur en profite pour découvrir l'espèce dans ses performances physiques. Là, on est sur quelque chose qui pourrait pour autant être qualifié de spectacle, mais qui serait dans une éthique et une pédagogie qui serait beaucoup plus intéressante. Est-ce que vous envisagez réellement l'ensemble, la déferlante, en fait, des conséquences négatives que pourrait avoir la fermeture des zoos sur une population comme la nôtre? En fait, dans tout système qui est cruel pour les animaux, il faut faire des transitions. Et évidemment que c'est compliqué. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait de manière simple, c'est quelque chose qu'il faut organiser, qu'il faut programmer avec un ladrier, comme là on a pu le faire sur la question des cirques. Il faut une volonté, évidemment. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, pour les animaux, il est temps de fermer les zoos. C'est faux de dire que la priorité des zoos, c'est la conservation des espèces. C'est faux. Ce débat-là, il se joue
là où les espèces sont menacées, c'est-à-dire en interdisant la chasse, en interdisant par exemple la déforestation, enfin voilà, des choses comme ça. Donc des politiques publiques en fait, et d'ailleurs qui doivent aussi se mettre en place en France, parce qu'il y a des espèces qui disparaissent en France. Ça, je crois qu'on ne le dit pas trop, parce que les zoos sont très très ciblés sur les animaux exotiques. D'ailleurs, il y a une fascination de l'exotisme, mais il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées aussi en France. Clairement, la transition est compliquée, il faut l'organiser, il faut une volonté, il faut des moyens. On hérite d'une situation, on ne l'a pas choisie, mais moi je suis clairement convaincue que c'est la direction et c'est le sens de l'histoire d'aller vers la fermeture des zoos. Est-ce que la réglementation sur les zoos en France est suffisante ? La réglementation, on va le prendre en 2 fois. Si c'est la réglementation pure, si on prend par exemple Mars 78 qui a été régie selon les tailles d'installation par rapport au jardin des plantes et à la ménagerie, ça c'est sûr que d'un point de vue réglementation de ce type-là, ça peut ne pas être suffisant, mais la façon dont la réglementation opère pour l'ouverture des établissements, elle se passe sous forme de présentation d'installations, etc., qui doivent être référées par rapport à des installations existantes. Donc du coup, on a quand même, d'un côté, une précision qui serait insensée, parce que dire faut tant de mètres carrés, tant de machins, tant de trucs pour une espèce, alors que chaque individu va avoir des besoins différents, ce serait pas très logique non plus. Mais par contre, le fait d'avoir besoin de se référer à d'autres professionnels, à d'autres situations qui fonctionnent, où les animaux se portent bien, pour pouvoir prétendre à ouvrir un établissement, c'est quand même un point réglementaire auprès des commissions qui existe et qui permet quand même d'arriver à quelque chose de relativement propre et cadré pour tout ce qui est ouverture. Faut-il fermer les zoos 20 minutes ? Je suis convaincue qu'il faut fermer les zoos et que même c'est urgent. Alors moi, je suis convaincu d'absolument le contraire. Alors, faut voir que nous, notre point de vue, il n'est pas forcément le même. On n'est pas un zoo. Notre activité refuge, en l'espace de 5 ans, on a accueilli une 50aine d'animaux qui nous ont tous été placés parce qu'ils étaient en besoin nécessaire de placement. Donc, saisis, soit par rapport administratif, soit en rapport santé, soit en rapport à l'imprégnation. Vous avez une espèce ésode, par exemple, qui peut être chassable et qui a été élevée par l'humain. Il y a très peu d'intérêt, en fin de compte, à la remettre dans la nature pour qu'elle finisse dans le premier piège du coin. Donc ça, c'est déjà une première réalité. La question qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans un système économique, qu'on le veuille ou pas, l'économie nous entoure, et la rareté fait toujours augmenter la valeur des choses. Ça, c'est évident. Demain, si la seule façon de pouvoir voir un serval, c'est soit de se déplacer en Afrique, soit de s'en commander un sur Internet, sur 1 million de personnes qui veulent voir un serval dans leur vie, je suis convaincu qu'il y en aura davantage qui soit passeront par le tourisme excessif, soit passeront par la commande d'animaux au marché illégal. Aujourd'hui, il y a un trafic qui existe, il est bien en place, et alors que celui-ci est bien interdit, on n'arrive déjà pas à l'arrêter. Mais ça justifie pas le fait qu'il y ait des zoos. Ça justifie le fait qu'il y a des combats prioritaires. Aujourd'hui, je suis désolé, mais empêcher des oiseaux de se retrouver à être transportés en avion dans des bouteilles en plastique où il y a une mortalité de plus ou moins 50% dans des valises pour planquer le truc, on est sur un niveau de souffrance et de maltraitance qui n'est absolument pas comparable à ce qui se passe même dans le pire des zoos de France aujourd'hui. Oui, mais là, le sujet, c'est pas non, mais j'allais la en hiérarchie, quoi. C'est est-ce qu'il faut fermer les zoos ? J'allais en venir. On peut pas tolérer de prendre le risque de voir le trafic exploser si on empêche, on va dire, les personnes... c'est un risque. Oui, mais à ce moment-là, il faut légaliser la drogue, la prostitution. On légalise toutes les choses horribles parce que c'est illégal. Ça n'a pas de sens. L'application de la loi, ça va être encore autre chose. Mais la question, c'est, imaginons qu'on les interdit et que le trafic est, que c'est réduit, qu'il y a une application de la loi là-dessus. L'interdit, c'est une réalité ou c'est un fantasme ? Quand on a une société comme Antey, par exemple, qui gère les amendes sur les routes à base d'interdiction et qui pourtant est en pleine croissance... Oui, mais à ce moment-là, on supprime le code pénal parce qu'il y a des interdictions qui... Je rappelle quand même que le droit... Parce que là, faut-il fermer le zoo ? Ça veut dire, est-ce qu'on met une loi pour l'interdire, d'accord ? Et pour moi, en fait, la loi, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la loi du plus fort. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus forts qui vont dominer les plus faibles. Et donc, on met un cadre juridique. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit de violer quelqu'un, etc. Et donc, faut-il fermer les zoos ? C'est est-ce que notre société considère que c'est acceptable d'emprisonner des dizaines de milliers d'animaux sauvages pour les exhiber, je le redis, je parle pas du fait de les soigner, pour les exhiber, pour vendre des tickets, pour faire de l'argent, voilà. Et je trouve que c'est extrêmement fort qu'il y ait une loi qui dise, non, en fait, on considère que c'est pas acceptable. Alors, en faisant un calendrier de transition pour placer les animaux dans des sanctuaires, puisque je rappelle quand même que l'étape fondamentale, si on veut fermer les zoos, c'est qu'il n'y ait plus de reproduction, puisqu'aujourd'hui, il y a une reproduction massive qui est organisée pour maintenir en fait ce système, un programme d'échange, tiens, je te donne un orang-outan, toi, je te donne une panthère des neiges, pour pas qu'il y ait de consanguinité, puisque on a une population en fait qui est limitée. Donc en fait, ça aussi, ça fait partie des limites des zoos, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'animaux extérieurs, on se dit qu'il va y avoir une consanguinité à terme. Et donc en fait, ce système, il marche sur la tête. Mais je voudrais quand même le redire, il est fait dans un seul but. C'est pas dans l'intérêt des animaux, c'est dans l'intérêt de faire de l'argent et d'exhiber et de faire du divertissement. En fait, les animaux, ils sont transformés en objets de divertissement. Il faut les voir, il faut les regarder en attraction. Et ça, ce système-là, on doit en sortir. La loi de 2021
qui interdit donc les cirques avec animaux sauvages en 2028. Il y a un volet sur les delphinariums, etc. C'est une première étape, mais ça ne va pas assez loin parce que notre relation aux animaux sauvages, aujourd'hui, il est vraiment basé sur notre intérêt à nous en tant que divertissement. Qu'est-ce que vous avez abordé en termes de sourcing sur tout ce qui est comportement animal? Parce qu'on a de très bons chercheurs, autant en France qu'à l'international. Est-ce que par exemple Joël Fago ou Temple Grandin, c'est des noms qui vous parlent? Michael Maney, Brian Diaz, Kerry Ressler? Il y en a qui me parlent, mais encore une fois, c'est bien d'aller sur, mais je veux dire, non, mais c'est pas ça moi pour ce que rien. je dis, c'est est-ce que c'est juste en fait d'organiser la reproduction d'éléphants en captivité pour les montrer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, pour un business. Alors que leur vie, elle est en Afrique ou en Asie. Est-ce que c'est juste ça, en fait? Il y a environ 3 ans, en Afrique, dans une réserve justement qui avait reproduit énormément d'éléphants, la réserve n'a pas eu l'argent pour s'étendre, en fin de compte. Et du coup, le problème, c'est que les éléphants sont tellement bien reproduits qu'ils étaient en excès de population par rapport à l'immensité de la réserve. Et ils ont dû sortir des hélicoptères pour en abattre environ 5000, pour éviter que les éléphants disparaissent tous. En quoi ça justifie de les emprisonner en France? Non, je justifie pas l'emprisonnement en France. Je dis juste que l'exemple, la cristallisation que vous mettez sur les os par rapport à l'emprisonnement, l'enfermement, la limite de liberté, la limite d'épanouissement, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque part ailleurs où c'est différent. J'ai pas l'impression qu'il y a un endroit dans la nature où l'animal, il vit dans le paradis, il est trop bien. J'ai l'impression que on est en train d'opposer deux mondes qui ont des inconvénients, des avantages, et on est en train de regarder que les avantages du côté de la nature pour regarder que les inconvénients du côté des parcs zoologiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger nos pratiques, c'est-à-dire que ce que nous, on fait, en fait, ce que nous, on fait subir aux animaux. Et pourquoi on le fait subir? Mais ça, c'est subjectif. Vous n'avez pas d'études qui prouvent ça. Il y a aucune. Non, je parle qu'il y a des pratiques humaines et qu'on fait subir des choses aux animaux. Mais ça, c'est votre avis. Je sais pas, quand on capture des animaux pour les mettre dans un zoo, qu'on organise une reproduction pour les montrer derrière des vitres, il n'y a pas besoin d'études pour ça. La vision de la pointe en termes de comportement animal, c'est Joël Fago qui aborde ce qu'on appelle le spectre intégratif dans l'analyse des comportements. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, par exemple, ça? Ce point précis, là, non. Mais moi, j'ai pas besoin d'études pour savoir que Nénette, elle a été arrachée à Bornéo à l'âge de 3 ans, qu'on l'a mis derrière une vitre et qu'aujourd'hui, elle a plus de 53 ans. Et qu'en fait, toute la journée, elle est sur un bidon en train d'être regardée. J'ai pas besoin d'études pour savoir ça, vous voyez. Nous, on se bat en tant qu'association pour dire que justement, tout le monde peut avoir un avis sur ce qu'on fait subir aux animaux et que ça doit être un débat de société et pas juste un débat entre experts qui a fait 10 ans d'études, etc. Après, il y a des études qui démontrent des troubles du comportement. Je veux dire, comme ça a été démontré sur les cirques ou sur plein de choses. On est bien d'accord, du coup, que vous vous référez à vos émotions. Vous vous référez à votre avis. Donc là, il y a deux problèmes. Attendez, votre avis, en fin de compte, il a deux inconvénients. D'abord, c'est qu'un avis, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ah, mais on est sur un débat de société. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous parce que c'est un avis. Le problème d'un avis, c'est que quand il n'y a pas de fondamentaux factuels, quand on ne peut pas dire, tiens, quand même, regarde, là, ce truc-là, ça monte bien, il y a 90% des individus testés sur 100 000 qui sont dans un état pitoyable dans les parcs animaliers, ça ne vaut pas le coup de continuer. On n'a aucune étude qui prouve ça. Le mal-être et l'emprisonnement et tout ce qu'on prétend. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on appelle le syndrome de Jurassic Park dans la façon de projeter sur l'animal, c'est que tout ce qu'on ne comprend pas par des faits, on se met nous-mêmes à la place du sujet de notre interrogation pour savoir comment nous on réagirait. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui est comme ça un petit peu foufou avec les bras en l'air, vous allez vous dire que soit il est ivre, soit il a un souci d'handicap mental ou quelque chose, parce que vous vous dites, moi je ne pourrais pas me comporter comme ça, sauf si j'étais ivre et que j'avais un souci d'handicap. C'est exactement ce qui se passe avec les animaux quand on n'a pas d'expérience et quand on ne les connaît pas. On se met à la place d'eux. Se mettre à la place d'eux, ça a ses limites. Parce que quand vous vous mettez à la place d'un capucin, ça ne fait pas de vous un capucin. Vous ne savez pas comment ça pense. C'est pas se mettre à la place, c'est comprendre leurs besoins. Comme vous ne savez pas comment ça pense, il faudrait au moins vous référer à des gens qui passent leur vie entière à étudier comment ils pensent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous arrivez avec un avis, une opinion sur un système, vous arrivez avec des exemples qui vont dans le sens de vos opinions. Si vous battez contre les os en utilisant les mêmes failles argumentaires qu'eux, ça veut dire que vous utilisez qu'une partie des choses pour prétendre à un ensemble. Vous n'allez pas non plus y arriver. Vous allez réussir à faire une petite communauté, vous aurez des gens qui signeront des pétitions, mais in fine, on va encore se diriger vers quelque chose qui n'a pas les conséquences qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, on doit avancer dans la compréhension des individus, on doit accepter la diversité des individus, on ne l'accepte pas encore, même chez les chiens. Il y a combien de personnes qui choisissent encore leur chien selon la race, alors qu'ils oublient complètement qu'il y a la lignée qui est plus importante encore que la couleur. Et ça provoque quand même des morts. Je veux dire, on parle de 15 à 20 personnes qui meurent chaque année en France sous les crocs des chiens, domestiqués. On est bien d'accord qu'on a un niveau de compréhension qui doit évoluer, qui doit avancer. Donc c'est très bien l'énergie, l'engouement que vous mettez dans le sujet, moi j'adore, parce que concrètement, je pense qu'il faut qu'on soit très nombreux à avoir de l'énergie à mettre là-dedans. Maintenant, il faut peut-être pas non plus nager la brasse dans un bain d'huile, parce que c'est des coups à se fatiguer et en plus à finir au fond de la cuve, ça marchera pas. Il vaut mieux se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir. Les parcs animaliers aujourd'hui, c'est des partenaires qui peuvent permettre d'aider à avancer, c'est pas des ennemis, c'est des gens qui ont une expérience que vous avez pas. C'est des gens qui ont un vécu que vous n'avez pas. Et c'est des gens qui peuvent vous apporter. Si vous commencez par aborder des personnes qui peuvent vous apporter toute cette compréhension comme étant des adversaires, à quel moment vous différenciez votre opinion des faits ?
dans votre discours. C'est ça que je comprends pas. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que la passion ne motive pas plus à la prise de connaissance. On n'est pas des gens plus lecteurs, plus cultivés. Des gens qui se disent, j'ai une impression des choses, mais tiens, vas-y, je vais faire 1 an dans un parc pour voir si mon impression est la bonne. Si on est dans une société où l'impression, l'opinion, l'émotion étaient un petit peu moins mis au premier plan, pour laisser un peu plus de place à la réflexion, à l'analyse, à la culture générale, on aurait certainement des passionnés qui militeraient avec des possibilités d'échange. Alors qu'aujourd'hui, on a énormément de passionnés qui se manifestent. C'est des passionnés. Moi, je suis convaincu qu'Amandine est passionnée des animaux, c'est évident. Mais elle a jamais travaillé dans un parc animalier. Elle a jamais vu c'était quoi la captivité. Elle a jamais vu c'est quoi un animal qui se réveille le matin quand on lui ouvre, comment il apprécie la présence de son soigneur. Elle a pas lu les recherches de l'INRA, elle a pas lu les recherches du CNRS, elle connaît pas Joël Fagot, elle connaît pas les références scientifiques les plus modernes par rapport à tout ça. Et encore, je vais pas osé en aborder plus parce que nous on en suit une 50aine en permanence. C'est des sujets extrêmement compliqués sur lesquels on a tendance à se prononcer trop simplement. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que je repose la question, c'est quelle relation on va avoir avec les animaux. Et donc oui, on est sur un débat d'idées, on est sur un débat de société. Et moi, la société que je souhaite, en fait, c'est pas une société où on emprisonne des animaux sauvages, où on organise massivement des reproductions pour faire de l'argent, pour une industrie. Enfin, je rappelle qu'aujourd'hui, on a des zoos qui ont des spas, qui ont des hôtels 5 étoiles, qui organisent des spectacles, qui dressent des animaux. Enfin, je veux dire, c'est ça quand même la réalité. Et donc, c'est bien de dire, vous pouvez pas vous mettre dans la tête de tel animal. Bon, mais vous défendez en fait ce système d'industrie de la captivité animale, en fait. Non, enfin, je veux dire, c'est votre travail, en fait. Non, donc, moi, je travaille pas là-dedans directement, mais c'est quoi le lien ? En fait, je voudrais aussi quand même qu'on définisse la notion de zoo, en fait, parce que je pense qu'on l'a pas dit dès le début. Et moi, je voudrais donner ma définition de zoo. Donc, pour moi, la définition de zoo, c'est un lieu donc fermé où il y a des animaux sauvages qui sont dans cet endroit, où il y a une organisation de la reproduction, déjà, c'est la différence fondamentale avec des refuges, où ils sont exhibés au public et où, alors bon, il y a des zoos gratuits, mais bon, on va dire où normalement on vend des places en fait. Et après, évidemment, il peut y avoir des tailles différentes, des espèces différentes, etc. Mais ça, c'est la définition de zoo. C'est votre définition du zoo, vous l'avez bien dit au début. Oui, mais je donne des définitions parce que si on parle pas de la même chose et si on sait pas... Voilà. Je dis juste que c'est la vôtre. Oui. C'est pas la définition des zoos, c'est la vôtre. C'est différent. Oui, mais je donne ma définition pour savoir de quoi on parle. Oui, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Et donc déjà, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, on a un système qui est extrêmement lucratif, où on a, par exemple, il y a un zoo dans l'Aveyron qui dresse un ours shadow pour faire du cinéma. On a beaucoup de zoos qui font des spectacles, par exemple, avec des otaries, avec des rapaces, etc. Et donc, ma définition de spectacle, je vais la donner aussi, c'est le fait d'avoir des mouvements qui sont, on va dire, définis à l'avance devant un public qui regarde et qui sont répétés, donc qui vont se faire, par exemple, tous les jours ou tous les 3 jours. Et donc, en fait, on voit quand même l'absurdité qu'on nous dise, quand même, je le redis, on nous dit quand même que les zoos sont là pour conserver des espèces, alors qu'en moyenne, dans les zoos en France, les 2/3 des espèces ne sont pas sur la liste rouge de l'UICN. Donc on se dit... C'est pour ça que je parle pas de conservation. Parce que je pense pourquoi ils sont dans des enclos, mais pourquoi ils sont emprisonnés alors qu'ils ne sont pas sur la liste rouge de l'UICN? Et on le voit par exemple sur les wallabies, sur les flamands. Alors on voit bien qu'ils veulent vraiment montrer une collection d'animaux pour impressionner le plus le public. Ils vont même jusqu'à faire des spectacles, ils vont même jusqu'à mutiler des animaux pour donner l'illusion qu'ils ne sont pas dans des cages ou des volières. Donc certains grands oiseaux qu'on peut voir et on se dit ils sont libres, mais en fait ils peuvent pas s'envoler parce qu'ils sont éjointés. Il y en a qui sont même tués quand il y a des reproductions qui sont pas désirées, etc. Donc en fait on voit bien qu'on est dans un système où l'objectif est avec un discours qui donne l'illusion, puisque le discours principal c'est la conservation. Mais là j'ai vu que vous n'êtes pas dessus, mais en tout cas le discours principal. Pour moi, c'est pas que ça. Aujourd'hui le discours c'est ça quand même. Là je dis pour moi la conservation c'est effectivement ce qui est mis le plus en avant du point de vue des parcs animaliers. Il y a des rôles quand même qu'ils vont avoir dans la société. Par exemple le nombre de vocations qu'ils génèrent. Aujourd'hui on peut pas se priver de biologistes, on peut pas se priver de personnes qui ont envie de se lancer dans la compréhension du vivant, ne serait-ce que pour l'avancée de la médecine, l'avancée des sciences sociales, l'avancée de tout ce qui va être maintien en général. Combien de personnes vont se passionner du vivant grâce aux zoos? Combien de chercheurs à succès international? Combien de prix Nobel? Pour moi, ça justifie pas d'emprisonner des animaux, en fait. Mais en fait, le justificatif, il n'y a pas à justifier d'emprisonner les animaux, puisque emprisonner les animaux, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est juste un point de vue que vous avez. Vous partez du principe. Ouais, carrément. Mais bien sûr. Vous partez du principe que vivre comme ça, c'est pas comme ça que vous voudriez vivre. Mais c'est très bien, tant mieux pour vous. Mais c'est pas vous qui êtes là-dedans. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on a des animaux qui sont privés de liberté, qui peuvent pas sortir et qui sont emprisonnés? Ça fait 20 ans. Ah ouais, quand même. Alors moi, ça fait 20 ans. Là, je tombe des nues, là, je dois te dire. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les animaux. J'en ai fréquenté dans des milliers de situations différentes, dans des centaines de situations. J'ai travaillé dans 4 pays en Europe. Et j'ai travaillé toute ma vie à ça. Non, mais il n'y a pas besoin de tout ça pour savoir que privé de liberté, c'est emprisonner. Enfin, c'est juste ça le sujet. Si, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à chaque fois comme c'est peut-être un heureux hasard, mais à chaque fois qu'on a des personnes qui se mettent dans le monde de l'animal et qui n'ont pas d'expérience,
On a toujours L'argument d'autorité, on l'attendait. Je dis pas d'autorité, je dis juste que vous avez moins d'expérience que d'autres personnes qui sont pas d'accord avec vous. C'est pas un argument Oui, mais d'autorité, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience pour comprendre qu'on a un animal qui est privé de liberté. Il peut pas sortir, en fait. Mais il est privé de liberté. Et donc ça veut dire emprisonné. Mais c'est factuel. Enfin, je comprends pas comment on peut pas être d'accord. Ou alors, il faut utiliser le mot détenu parce que vous trouvez qu'emprisonné, c'est trop négatif. Ça, je peux comprendre. Mais à ce moment-là, c'est factuel. Mais c'est comme si je vous disais, les gens, quand ils vont en vacances, ils vont s'emprisonner au Club Med. Et à un moment... Mais ça n'a rien à voir, ils sortent quand ils veulent, ils sont libres. Mais non, parce que... la mauvaise foi. Mais ça n'a rien à voir. Cette liberté dont vous parlez... c'est incroyable. Non, la liberté dont vous parlez... C'est un fantasme que vous avez. Elle n'existe pas. La nature, comment vous expliquez que les animaux soient libres ? Mais liberté de mouvement. Attendez, je vais finir ma phrase. La liberté de mouvement, c'est pareil dans la nature. Ne croyez pas qu'il y ait une espèce dans la nature qui soit totalement libre de faire ce qu'elle veut. Et c'est pas une question d'intervention humaine, même dans des forêts qui sont totalement vierges. La prédation, la maladie, les conditions changeantes au niveau des saisons, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui accentue la liberté des animaux dans la nature. Les barrières, c'est le point d'eau. Les barrières, c'est le territoire du confrère d'à côté, du prédateur d'à côté. Les barrières, c'est la présence des proies. Parce qu'encore une fois, moi, je m'intéresse à l'échelle de l'individu. Il faut sensibiliser la population à l'individualité, à voir la différence entre les individus, parce qu'aujourd'hui, à force de raisonner que par espèce, on finit par créer des préjugés. Ah non, mais moi je suis d'accord pour raisonner sur les individus, mais c'est les zoos qui raisonnent par espèce, c'est les zoos qui raisonnent par espèce, c'est pas moi. Quand on vous dit par exemple, si on doit fantasmer une transition vers la fermeture des zoos, qu'il y a des milliers d'animaux qui vont souffrir de cette transition parce que ils vont se retrouver seuls, sans autres partenaires, s'il y a un décès ou quoi, parce qu'il faudra plus les reproduire, ce à quoi vous répondez. Toute transition est compliquée, mais c'est le système aujourd'hui qui les fait souffrir en fait, c'est le système actuel. On peut pas cautionner quelque chose qui, en bout de chaîne, va finalement venir renier sur l'importance de l'individu. Parce que je suis désolé, mais si vous considérez mais que... les zoos, par définition, ça va contre les individus. Pas du tout. Si vous considérez qu'aujourd'hui, les animaux, ils sont malheureux dans telles conditions, vous pouvez pas accepter de les rendre encore plus malheureux pour aller dans le sens de vos idées, même si c'est que sur un court temps ou sur un nombre défini d'animaux, c'est pas possible. Les individus, on doit les prendre en compte tout le temps. On peut pas dire, voilà... il faut éliminer ce qui me dérange. Chaque fois dans l'histoire que quelqu'un est arrivé en disant « je veux interdire » ou « je veux éliminer ce qui me gêne », on n'a jamais eu de succès derrière. Ça, c'est jamais fait. À chaque fois, c'est des débats qui, dans le pire des cas, on parle d'une fonctionnent. pratique cruelle, en fait. On parle pas d'éliminer des animaux, on parle d'une pratique cruelle. Et la question, c'est est-ce qu'on la maintient ou est-ce qu'on l'arrête ? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est cruel ? Quelles sont vos sources ? Ça sort d'où, ça, c'est cruel ? Il y a des troubles du comportement dans les zoos, il y a des animaux, mais bien sûr, pas sur tous. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'enrichissement de l'environnement qui est là pour pallier à un ennui. Il y a des animaux qui n'ont pas le territoire qu'ils auraient en liberté. Ils peuvent pas répondre à leurs besoins les plus élémentaires, comme par exemple voler dans le ciel, comme par exemple chasser. Donc oui, en fait, c'est cruel. Et je le redis, Poussa pour un business. C'est quand même important de le souligner. Hein. C'est des entreprises à but lucratif. Attention, parce que si vous allez là-dedans, vous allez mettre à mal même les associations les plus vertueuses de France. Hein, parce que là, aujourd'hui, on a la Cour des comptes qui a attrapé une des grandes associations de notre pays parce qu'ils ont un compte en banque avec 56 millions dessus. Ouais, mais moi, je parle des zoos, là. Oui, mais c'est très lucratif, là aussi. Hein. C'est-à-dire que le fait attention, on n'a pas d'amalgame, le fait que ce soit à but lucratif, ça n'a absolument aucun rapport avec le niveau de maltraitance des animaux à l'intérieur. On peut faire des millions et s'occuper très bien de ces animaux, comme on peut être à but non lucratif, comme les SPA, et les maltraiter. Mais je pense que c'est important quand même de rappeler que c'est des entreprises. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est des associations. Donc je le dis, je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de souci. Qui ont des spas, qui ont des hôtels. Ouais, mais c'est pas lié à la maltraitance. C'est pas lié à la maltraitance. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Je vous remets dans la Juste pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être allés dans un zoo, qui hésitent peut-être à aller dans un zoo, est-ce que vous leur dites allez-y, n'y allez pas? Est-ce qu'ils doivent culpabiliser s'ils y vont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen Allez-y et donnez votre avis pour aider à améliorer les choses et ne tombez pas dans les raisonnements simplistes qui visent simplement à mettre sous le tapis les problèmes qui dérangent. On peut progresser tous ensemble, on peut dialoguer tous ensemble et je pense sincèrement que ceux qui pensent le contraire font une tentative d'imposer une opinion qui sera vaine et donc plutôt que de perdre du temps là-dedans, gagnez du temps et faites avancer le monde, proposez aux zoos des solutions que vous aimeriez voir, peut-être plus de réglementation, peut-être plus d'interaction avec tel ou tel type d'animaux pour pouvoir mieux vivre justement les moments, la connaissance avec ces individus. Pourquoi pas envisager un monde dans lequel ces niveaux d'interaction pourraient même potentiellement avoir un impact sur le trafic, puisque les gens pouvant rentrer en contact avec certains animaux auront peut-être moins envie de les acheter. Voilà, ne tombez pas dans cette logique simpliste. C'est pas en arrêtant quelque chose qui dérange qu'on finira par être plus dérangé. On ne comprend pas, on ne connaît pas les conséquences négatives longue portée de ce type d'interdiction. Donc on y va et ensemble, on fait avancer les choses dans le dialogue et en aucun cas dans le fait de tenter d'imposer ses opinions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une démocratie en fait. Donc on est là pour débattre, pour avoir des échanges et pour convaincre. Donc il n'y a pas de tentative d'imposer quoi que ce soit. Il
il y a le fait d'essayer de convaincre. Enfin, je suis désolée de le dire, mais voilà, on a le droit de militer dans un pays, en France. Et donc, en l'occurrence, c'est ça. Aujourd'hui, le discours dominant, c'est celui des zoos, soyons très clairs. Donc, c'est pas celui sur la fermeture des zoos, c'est clairement celui des zoos qui domine. Je rappelle que Emmanuel Macron a baissé la TVA des zoos aux produits première nécessité. Donc, on voit que c'est un lobby qui est très puissant. Moi, évidemment, j'encourage tout le monde à ne jamais aller dans un zoo, à ne jamais soutenir le fait qu'il y ait des animaux qui sont emprisonnés, puisqu'évidemment, payer un ticket, c'est soutenir ce système. Nous, on reçoit très régulièrement des messages de personnes qui ont vu des animaux dans des zoos et qui sont choquées, qui nous envoient des vidéos et qui regrettent d'y être allées. Donc clairement, moi, j'encourage les personnes à ne pas soutenir cette pratique cruelle. Vous allez avoir 5 minutes donc, en tout, donc 2 minutes 30 chacun pour raconter une anecdote personnelle sur le sujet. Il y a environ une douzaine d'années, la dernière fois que j'ai travaillé dans un parc animalier, c'était une douzaine d'années, après je me suis mis à mon compte. J'ai commencé à fréquenter un peu les différents acteurs du monde animalier, les refuges, certains gens du cirque, certains gens de zoo, etc. Et quand je me suis rendu compte du clivage qu'il y avait à l'intérieur, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, c'est dingue, on a tous ces gens qui s'intéressent aux animaux et pourtant ils sont pas d'accord, ils n'arrivent pas à s'attendre entre eux. J'ai bugué là-dessus, en fait, pendant plusieurs années, vraiment, 2-3 ans, je me demandais, mais comment ça se fait que des gens qui sont tous intéressés par les animaux, ils se mettent autant sur la tronche et que personne n'arrive à discuter. Et c'est là que je me suis rendu compte, après, alors c'est là qu'il a fallu que je lise beaucoup s'informer. Je crois que c'est utile des fois de contraindre un peu ses perceptions à la réalité factuelle. Je me suis rendu compte qu'en fait, le principal nœud de tous les débats et des conflits qu'on a dans le monde animalier, c'est avant tout le déni de complexité du sujet. Ça veut dire qu'on a du simplisme qui se met en place, on a des directions qui sont trop réductrices. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous on s'est engagé à lutter en 9 ans. C'est pour ça qu'on a un centre de formation et qu'on forme aussi les pros. Quand on forme les professionnels chez nous, on se contente pas de leur apprendre à faire leur métier, on leur apprend également à échanger avec d'autres, parce qu'encore une fois, même comme là, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai tout le respect du monde pour Amandine et puis pour ce qu'elle fait, mais on n'est pas d'accord et on peut échanger pour autant, et j'ai pas besoin de rabaisser qui que ce soit pour pouvoir machin, et j'estime en plus, je me suis pas senti rabaissé du tout en plus, donc je pense que c'est un très bon débat. Merci. Non mais c'est vrai. Et concrètement, je pense que c'est ça qui fera le succès de demain, c'est le fait de réussir à parler, même quand on n'est pas d'accord, et surtout de conserver cette idée de dialogue et pas d'affrontement, parce que je pense que les animaux le méritent et ils méritent mieux de nous par rapport à ça. Il y a quelques années, quand je me suis rendue donc, à la ménagerie du Jardin des Plantes, donc en fait on avait reçu beaucoup de messages en tant qu'association sur ce lieu, donc je me suis dit que j'allais m'y rendre pour voir en fait comment ça se passait. Et c'est vrai que j'ai été vraiment très très choquée des conditions de vie, à la fois des primates et des fauves, des panthères. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment énormément touchée, donc c'est le cas de Nénette, donc qui a été donc arrachée à Bornéo, donc elle a été capturée en fait à l'âge de 3 ans en 1972, et en fait elle est vraiment dans un endroit minuscule, quasiment insalubre en fait. On voit la peinture qui se défait derrière des vitres, où elle est vraiment toute la journée prise en photo, regardée, etc. Où ils vont lui donner des fois des espèces de peintures de gouache pour l'occuper à peindre, etc. Enfin, ça montre vraiment cette vision d'exhibition des animaux, et que finalement jusqu'où les humains sont prêts à aller quand même. Enfin, c'est-à-dire à capturer un orang-outan dans sa forêt, de la transporter jusqu'ici, de la mettre derrière des vitres, un endroit qui est minuscule, et qui vont tenter donc de donner l'illusion et de l'occuper avec des cordes qui pendent, avec de la nourriture qui va être cachée pour l'occuper, etc. Et je trouve que c'est vraiment très révélateur de notre relation aux animaux. Et ça m'a vraiment rendu très très triste de voir ça et de se dire qu'il faut vraiment que les choses évoluent. Concrètement, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que parmi les 211 milliards là, qu'on s'est rendu compte qu'on filait des entreprises qui délocalisent chaque année en France, moi je propose qu'on redistribue 5% de ce budget directement dans les parcs animaliers comme subvention, pour qu'on les oblige à améliorer encore plus les conditions, et si possible effectivement qu'une primate comme Nénette est beaucoup plus grand, beaucoup plus amusant, et si possible qu'elle soit pas seule pour le reste de sa vie. C'est ce qu'on pourrait souhaiter, et on peut souhaiter ça avec le sourire, sans avoir besoin de fermer aucune institution. Ben non, surtout pas. Enfin, il faut surtout pas remettre une pièce dans la machine avec des subventions. Nicolas Hulot, quand il était ministre de l'écologie, il a justement accordé des millions d'euros à la ménagerie pour améliorer le parcours visiteur. Ça montre bien que la priorité, c'est vraiment les visiteurs. Et aussi agrandir l'enclos des orang-outans. Donc là, il y a des travaux actuellement. Mais en fait, il n'y aura aucun accès à l'extérieur, puisqu'en fait, ça va être une espèce de tunnel qui va passer au-dessus des visiteurs. Encore une fois, tout est construit dans l'esprit des visiteurs. Donc en effet, il y aura quelques mètres carrés en plus. Mais nous, en tant qu'association de défense des animaux, on n'est pas là pour négocier la taille des cages. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de cages, en fait. Et donc, pour moi, il ne faut surtout pas dire on va se mettre à agrandir les enclos. Parce qu'autrement, on est sur un système, en fait, qui va être pérenne. L'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de reproduction. Parce qu'en fait, la reproduction en captivité, pour moi, c'est vraiment le fondement de l'asservissement. C'est-à-dire qu'on crée des générations d'animaux qui ne pourront pas être libres parce qu'ils sont dépendants. Et nous, on se bat vraiment pour que ce soit la dernière génération emprisonnée. On a vu quelqu'un qui était au bout de la rue, il avait un peu tristounet, donc je vais proposer une campagne de stérilisation pour les Parisiens. Vous avez l'air pas très heureux, les gars, donc désolé, il va falloir venir à la campagne. Aucun rapport.
Une boutade pour finir, ça va. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous êtes tombé d'accord ? Sur le fait que les mutilations sur les animaux, le fait que les animaux peuvent être tués dans les zoos, c'est injuste. Et peut-être, je crois, sur le fait qu'ils considèrent que la réglementation doit évoluer sur certains aspects. L'intérêt qu'on a pour les animaux, on est intéressé par autre chose que nous, on veut essayer de penser à la société, on veut essayer d'aller plus loin, ça je pense qu'on est totalement d'accord là-dessus, mais encore une fois on n'arrive pas aux mêmes conclusions parce qu'on n'a simplement pas le même vécu et pas le même niveau de connaissance, c'est tout. Merci d'être resté jusqu'au bout, nous on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil et dès ce lundi avec le format de débat seul contre tous. Et si vous êtes trop impatient, vous pouvez d'ores et déjà regarder nos autres émissions qu'on a déjà publiées sur la chaîne. On vous met des suggestions à l'écran qui peuvent vous intéresser. Pensez bien à vous abonner avant de partir. Salut!